Bon, bah écoutez, donc j'attaque. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre ce webinaire. Rapidement, pour vous présenter le réseau de Nouvelle Route qui évolue effectivement un petit peu avec le temps. Aujourd'hui, Nouvelle Route, c'est un réseau de 7 agences sur la France entière et de 35 formateurs en éco-conduite et prévention du risque routier. Aujourd'hui, vous allez subir 2 intervenants. Moi-même, qui suis le créateur de Nouvelle Route et le responsable du siège de la structure, et Laurent, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le directeur de l'agence Paris-Île-de-France et de l'agence PACA pour Nouvelle Route. Voilà. Super, merci Laurent. Au niveau donc de l'organisation de ce webinaire, on va balayer 4 lois qui sont en train d'entrer en action ou qui ont été modifiées. Et ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions dans l'outil de questions et on vous répondra à la fin en faisant, en regroupant les questions si possible pour apporter une réponse un peu plus globale à chaque fois. Donc, effectivement, ces 4 lois qui sont en train de passer, il y a la loi climat et résilience, la première qu'on va aborder, la loi l'homme qui a subi des modifications, les zones de faible émission dont on a entendu parler récemment à la télé par rapport à un report d'échéance, et une dernière loi qui avait été prévue en 2020 mais qui est passée en 2021 et qui est la loi montagne. On va commencer directement sur la loi climat donc et résilience avec une nouvelle toute fraîche, c'est-à-dire cette loi a été validée par le Sénat fin de semaine dernière ou début de cette semaine et va aller en 3e lecture à l'Assemblée nationale. On imagine que comme elle était déjà passée en première lecture à l'Assemblée nationale, elle ne va pas subir de modifications fortes. Alors, cette loi, elle est très globale. Globalement, pour résumer, elle incite à des réductions de l'incidence de nos comportements de conduite sur l'environnement. Alors, c'est cette partie qui nous intéresse, nous, c'est cette partie conduite. Laurent, est-ce que tu peux nous dire précisément sur quoi ça va jouer ? Alors, bien sûr, donc il y a différents articles, comme vous voyez là, qui rendent obligatoire la maîtrise, en vérité, de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Il y a différents articles. Est-ce que tu peux juste changer de… Voilà. 31 et 31 bis qui nous disent, grosso modo, que toute personne conduisant un véhicule dans une société de plus de 100 véhicules ou dans une collectivité de plus de 20 véhicules doit être formée à l'éco-conduite. Et de plus, lorsque vous décidez de mettre des hybrides rechargeables dans votre parc de véhicules, vous allez être obligé, quel que soit le nombre et la taille de votre parc auto, mais vous allez être obligé de former les gens à la recharge et à l'utilisation en mode économique de ce type de véhicules dans l'ensemble de cette flotte. Ces lois viennent s'ajouter à l'ancienne loi que l'on avait, la L 4121-1 du Code de travail que certains d'entre vous connaissent bien, qui est la loi concernant le risque du dirigeant autour de tout ce qui est les flottes automobiles et le déplacement avec un véhicule professionnel, personnel, alors que ce soit des véhicules utilitaires ou des véhicules légers, mais qui appartiennent ou pas aux sociétés qui sont les formations de risque routier pour limiter le risque du dirigeant. Je vous rappelle que le risque du dirigeant, dans le code de travail, il est écrit que s'il y arrivait malheureusement un homicide à l'un de vos collaborateurs, le dirigeant risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende personnelle. Voilà. Donc, toutes ces lois font que aujourd'hui, on va devoir former les gens et au risque routier et à l'éco-conduite.
Est-ce que tu veux que je prenne la main juste, Olivier, pour regarder plus ou moins la loi climat et résilience? Une petite précision et puis je vais garder la flèche pour qu'on évite les soucis techniques. Juste une petite chose à rappeler qui est importante sur les véhicules hybrides, c'est-à-dire que cette loi prévoit la formation de tous les gens qui utilisent des véhicules hybrides, puisqu'on s'est rendu compte qu'en France, et c'est une statistique qui fait un petit peu peur quand même, 80% des personnes qui ont un véhicule hybride ne le rechargent pas. Alors, hybride rechargeable. Hein. Ont un hybride rechargeable, ne le rechargent pas, et 20% ne savaient pas que leur véhicule était rechargeable. Ouais. Donc, effectivement, ça va très loin. Donc, dans cette partie de la loi, l'État a voulu optimiser l'utilisation de ces véhicules-là, donc optimiser l'utilisation en mode électrique. Tout à fait. Ouais. Donc, chez nous, chez Nouvelle Route, ça fait un certain temps qu'on travaille déjà autour de ces constatations, comme tu viens de faire, Olivier. Et donc, nous formons l'ensemble des collaborateurs, que ce soit des collectivités ou des sociétés, à tout ce qui est l'éco-conduite et le risque routier pour répondre à la loi climat qui va être là, et aussi à la réglementation du travail. Et en plus, nous formons déjà l'ensemble des équipes de tous ceux qui ont des véhicules hybrides rechargeables ou électriques à la compréhension du nouvel écosystème, à l'éco-conduite appliquée à ces véhicules, et on les emmène recharger sur les bornes et on leur montre, grosso modo, comment faire vraiment de l'éco-conduite autour de ça pour tendre vers l'autonomie affichée des constructeurs autour de ces nouveaux véhicules. Voilà, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très intéressant et effectivement important suite aux chiffres que tu viens de donner, Olivier. Je viens, voilà. OK. Alors, une loi qui a subi une modification là, récemment, qui était un petit peu plus ancienne, mais qui a subi une modification et une mise à jour, c'est la loi LOM, et principalement sur les notions de quotas de renouvellement des véhicules par des véhicules dits propres, c'est-à-dire hybrides ou électriques. Laurent, je crois qu'on a des chiffres là-dessus. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a trois avancées supplémentaires qui ont été votées par les députés dernièrement en avril 21. D'accord. Vous savez, depuis 2016-2017, toutes les collectivités étaient obligées de changer, lorsqu'ils changeaient leur parc de véhicules, de passer en véhicule propre pour, grosso modo, un véhicule sur deux. Force de constater aujourd'hui à peine 25 ou 30% des véhicules réellement ont été changés par les collectivités, et donc ils ont appuyé au niveau de la loi, ils leur ont demandé d'aller un petit peu plus loin, on va le voir un petit peu plus tard, et ils vont vérifier ça. Et ils ont en plus mis dans cette nouvelle loi LOM une obligation vis-à-vis de tout ce qui est les flottes pour les entreprises. Je veux bien que tu passes juste de... Hop là. Voilà. Hein. Donc, premièrement, on a, donc, d'après les trois nouvelles lois qui sont apparues dans la loi LOM, on a la fin de vente des poids lourds utilisant majoritairement de l'énergie fossile en 2040. Alors, oui, il faut faire attention, c'est que tous ces véhicules fossiles, ça va être embêtant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore réellement de véhicules gros porteurs qui sont capables de remplacer l'énergie diesel qu'on utilise. Alors, on a des essais sur des véhicules électriques et sur des véhicules hydrogène, mais bon, aujourd'hui, à part le GNV et le GNL, il n'y a pas réellement de gros véhicules qui sont en circulation, et surtout, on n'a pas réellement d'infrastructure. Mais tout ça, c'est simplement pour forcer les gens, que ce soit les constructeurs ou les utilisateurs, les sociétés qui utilisent ça, à réellement travailler sur le verdissement de leur flotte, que ce soit les camions, les bus ou les cars. Je veux bien que tu passes de... Olivier, voilà. Alors, voilà. L'obligation de renouveler les flottes État, collectivité, entreprise avec plus de 70% des véhicules à faible émission en 2030. Alors, 70%, c'est beaucoup, mais justement, c'est la barre qu'ils ont remontée pour tout ce qui est les collectivités.
Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les collectivités, on est passé de 50 à 70%. Et si tu changes de slide, Olivier, Hop là. voilà. Pour tout ce qui est les véhicules de plus de 3 tonnes 5, concernant les flottes au niveau des entreprises, eh ben, vous voyez, il y a différents jalons qui ont été mis. 10% des flottes renouvelées à partir du 1er janvier 2022, donc le 1er janvier qui va arriver. 20% de vos flottes, lorsque vous allez devoir changer, alors que ce soit de l'achat ou de la location, hein, ou de la LLD, hein. 20% des flottes à partir de 2024, 35% à partir de 2027 et 50% à partir de 2030. Alors, j'attire votre attention aussi sur quelque chose qui a été voté dans la loi L'Homme, c'est que il va falloir faire attention à tout ce qui est les niveaux d'émissions de CO2 supérieurs à 95 grammes par kilomètre. Donc, faites attention si vous décidez d'investir dans des véhicules que hybrides, qui ne sont pas hybrides rechargeables. Certains hybrides dépassent ce niveau-là et du coup ne pourront pas être comptabilisés, d'accord, dans votre pourcentage de renouvellement. Donc, j'attire votre attention sur cet élément-là, qui est un élément important. Je veux bien que tu changes de… Voilà, un véhicule propre considéré dans cette loi-là, c'est moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule propre, même, c'est moins que ça, Olivier, c'est 50 grammes de CO2 par kilomètre. 95 grammes est la nouvelle norme à partir de 2030, à partir de laquelle on ne pourra plus vendre de véhicules, à partir de laquelle tes véhicules seront taxés du fameux malus écologique. OK. Je veux bien que tu changes, voilà. Alors, avant de parler des ZFE, je voudrais juste aussi parler au niveau de la loi L'Homme, attirer aussi votre attention sur les bâtiments. Parce que qui dit voiture propre, dit aussi recharge. Et aussi, donc du coup, il y a des nouvelles lois. Alors ça, je vous laisserai aller voir au niveau de la construction et avec votre architecte si vous changez vos bâtiments. Mais sinon, il faudra faire attention car il va falloir, lorsqu'on a construit des bâtiments neufs ou des parkings neufs, un certain nombre de prises de recharge équipées ou prééquipées. Mais où j'attire votre attention, c'est que si vous faites des gros travaux dans votre ancien bâtiment, d'accord, si ces travaux sont dits lourds, entre guillemets, les parkings seront considérés comme parking de bâtiments neufs. À partir de ce moment-là, vous devrez suivre les mêmes règles que sur les bâtiments neufs, c'est-à-dire adapter vos parkings et les installer et les préinstaller d'équipements pour recharger les véhicules. Voilà. Je crois qu'il y a une chose qui est importante quand même dans ces renouvellements de flotte, c'est qu'effectivement, on réfléchit souvent au nombre de véhicules, mais qui dit nombre de véhicules dit aussi possibilité de recharge pour ces véhicules, soit sur place, soit chez le salarié. Donc, c'est tout un écosystème qui est à prendre en compte et non pas uniquement je prends 10 hybrides rechargeables et je réponds à mon obligation. Pour répondre vraiment à cette obligation, il va aussi falloir penser à toutes les infrastructures de recharge. On passe maintenant aux ZFE. Alors, les ZFE, zones à faible émission, on en a beaucoup parlé à des moments, sur des pics de pollution, sur Paris, par exemple, sur d'autres villes plus vertes que l'on voit sur la carte, là, c'est-à-dire Lyon, Grenoble, qui ont mis en place des restrictions de circulation à des moments. Des villes un peu précurseurs aussi je pense à Grenoble, puisque je suis juste à côté, sur des voies spécifiques réservées à certains types de véhicules, vignette jusqu'à vignette 0, en fait, ou covoiturage. Donc, effectivement, ces ZFE, ça évolue. Il y a eu une évolution récente sur la date de mise en place de ces ZFE. Laurent, par rapport à ça, tu as des infos? Bien sûr, bien sûr. Je veux bien que tu passes au slide suivant. Voilà, les zones à faible émission jusqu'au 1er juin 2021, c'est-à-dire jusqu'au début du mois, on pouvait rouler avec des véhicules de critère 4. D'accord. Depuis cette date-là, il y a
donc les vignettes de critère 4 ne sont plus autorisées dans certaines ZFE comme dans la grande zone parisienne. Et grosso modo, ça représente 280 000 véhicules bannis de cette zone d'activité. D'accord ? En 2025, mais ça, on va y revenir dessus, près de 43% du parc automobile français ne pourra plus rouler dans les grands centres-villes de plus de 150 000 habitants. Donc, toutes ces ZFE-là, tous les véhicules, il y aura plus de, oui, effectivement, 43% du parc qui ne pourra plus rouler. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ces vignettes? Alors, au niveau du pourcentage de ce que ça représente, au point de vue des voitures qui sont en circulation, on a 0,3%. Alors, c'était une source 2019. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas la source 2021 encore. Elle n'est pas encore sortie. Mais en 2019, on avait 0,3%. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 2% de vignettes électriques ou hydrogène. On avait 18% de vignettes numéro 1. Donc, c'est tout ce qui était les véhicules essence ou hybride rechargeable ou au gaz émettant moins de 95 grammes de CO2, je crois, d'après les normes. La vignette numéro 2, c'est tout ce qui est les diesels dernière génération à partir de 2012, janvier 2012. Les vignettes 3, donc comme vous voyez, c'est les immatriculations entre 97 et 2005 pour les essences et jusqu'à 2010 pour les diesels. Les vignettes 4, elles ont plus le droit de rouler aujourd'hui, c'est tous les diesels qui étaient de 2001 à 2005. Et les vignettes numéro 5, c'était celles qui étaient construites avant. Donc, on voit que en fonction de la date à laquelle votre voiture a été achetée, vous avez un critère, une vignette qui vous donne le droit ou pas de rouler dans ces ZFE. Jusqu'à présent, si on prend la grande zone parisienne où c'était appliqué jusqu'à la vignette 6, 5 et là maintenant 4, ils n'ont pas mis de verbalisation. C'était sur de la réglementation où on appelait et on arrêtait les gens et on faisait face à leur civisme. Où il va falloir faire attention, c'est qu'aujourd'hui, la verbalisation à partir de fin 2021-2022 va commencer à être active, où ils vous arrêtent, ou directement à partir des caméras et la lecture des plaques, ils vont pouvoir savoir si votre véhicule est en droit ou pas de rouler dans la zone dans laquelle vous allez rentrer. Voilà. Est-ce que tu peux changer de slide? Les évolutions des voitures, c'est relativement intéressant. On voit que les vignettes 1 et les vignettes 2 sont en train de monter depuis 2011 et en 2019. Donc, les vignettes numéro 2 avaient la palme avec plus de 12 millions de véhicules. Près de 7 millions pour les véhicules de première avec des vignettes numéro 1. Mais ce que l'on voit, c'est que les vignettes numéro 3, en 2019, il y avait encore plus de 10 millions de véhicules sur la France en circulation. Donc, que ce soit vos véhicules où il faudra faire attention, c'est pour vos collaborateurs. C'est-à-dire que vos collaborateurs, s'ils ont des vignettes numéro 3 et puis que vous allez être rentré dans une ZFE, il faudra faire attention aux dates appliquées au niveau des ZFE dans lesquelles vous appartenez. D'accord ? Répartition des voitures selon le type d'air urbain. Donc, on voit que dans tout ce qui est rural, on a 32% de vignettes 2, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est des diesels, 13% de vignettes 1, 29% de vignettes 3. On voit que dans tout ce qui est agglomération 200 à 500 000 habitants, les ZFE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont être appliquées à partir de 150 000 habitants. Donc, on voit qu'on est tout à fait dans ce cadre-là. Vous avez encore 28% des voitures en vignette 3, ce qui est énorme. D'accord ? Et puis, tout ce qui est agglomération de Paris, vous avez 27% des voitures en vignette 3. Pourquoi j'appuie sur cette vignette 3 ? Parce qu'à Paris, jusqu'au début du mois, il était dit qu'à partir de juin 2022, tous ces véhicules ne pourront plus rentrer dans la grande ZFE parisienne. On verra un petit peu plus loin
ce que cela représente. Est-ce que tu peux juste… Voilà. Donc, le 22 juin, juste il y a quelques jours, il y a eu un petit assouplissement et aménagement, on va dire, de tout ce qui est ces règles. La première aménagement qu'il y a eu, c'est effectivement le vote, parce que jusqu'à présent, c'était pas voté, mais il y a eu un vote comme quoi toutes les agglomérations ou les grandes communautés de communes de plus de 150 000 habitants allaient devoir créer une ZFE, d'accord, avant 2025. Ça, c'est la première avancée. La deuxième avancée, tout à l'heure, j'ai appuyé sur les vignettes critères numéro 3. À partir de 2024, sauf à Paris, c'était 2023, juin 2023, elles allaient être interdites de rouler dans les ZFE. Mais là, on vient de repousser la date de 2025 à 2030. On va voir dans les ZFE qui sont déjà créés, alors pour l'instant, on n'a pas encore la réponse de la mairie de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Bordeaux, mais on va voir dans ces grandes ZFE qui sont déjà créées si ils valident ou pas ce recul ou si ils vont essayer de devenir des zones test. Mais pour ça, il faudra attendre un petit peu que, je pense, après les élections présidentielles, on en saura peut-être un petit peu plus autour de ça. Je veux bien que tu avances un tout petit peu. Voilà. Donc, au niveau des grandes ZFE, des grandes communes, d'accord, on a Marseille. Marseille, aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir. Ils sont toujours en train de réfléchir. Et aux dernières nouvelles, ils veulent faire un référendum autour de ça, autour des ZFE, pour savoir comment ils vont l'appliquer et comment ils vont la mettre en œuvre. Voilà. Est-ce que tu peux passer à la ZFE supplémentaire? Voilà. Lyon. Alors, à Lyon, la ZFE qui est en cours, vous voyez comment elle est dessinée, d'accord? Il y a une distinction entre les VU, les VUL et les VL, c'est-à-dire entre les véhicules utilitaires et les véhicules particuliers ou les véhicules légers, d'accord? Lorsqu'il y a lorsque vous êtes VUL ou VU, vous ne pouvez plus rouler avec des vignettes numéro 4 ou numéro 5. Pour les véhicules particuliers, ça ne s'applique pas encore. Voilà. Hop. Je veux bien que tu changes, Olivier. Bordeaux. Alors, Bordeaux, il n'y a pas encore de ZFE. Ils ont fait une ZPA. Alors, une ZPA, c'est un petit peu compliqué, barbare comme nom, mais grosso modo, c'est une zone temporaire en cas de pic de pollution. D'accord? Voilà où on en est sur Bordeaux, mais sachez une chose, c'est qu'avant 2026, ils vont créer une ZFE. Est-ce qu'ils vont, comme je vous disais tout à l'heure, ils vont la coller ou pas à la réglementation qui est demandée vis-à-vis de la loi LOM ou pas, ou est-ce qu'ils vont en faire une zone d'expérimentation et dans ces cas-là, baisser les dates pour l'entrée des vignettes numéro 3, ça, on n'en sait rien encore. Et ensuite, c'est que passe, on a la ZFE de Paris, où on voit que c'est pas que Paris, mais que ça prend, pour ceux qui roulent sur Paris, au niveau de l'A86 à l'est. Si vous passez la 86, vous rentrez dans la grande ZFE parisienne. Donc aujourd'hui, pour les véhicules critères numéro 6, 5, 4, on ne peut plus rouler. Attention, donc jusqu'à présent, c'était toléré, on vous arrêtait, on vous demandait juste de ne pas le faire, mais à partir apparemment de janvier 2022, vous recevrez une amende. Voilà. Alors, tous ces changements-là, ça coûte de l'argent, Laurent. Changer ces flottes. Je crois qu'il y a des aides. Alors, tout à fait. Je veux bien que tu changes de… Alors, voilà, ça c'est toutes les ZFE, mais on vous les donnera on vous enverra par mail le PowerPoint et vous verrez quelles sont les ZFE qui sont à créer, qui sont en études, etc. Ça sert à rien qu'on s'étale dessus, mais il y en a quand même beaucoup. Et effectivement, au niveau des aides financières, alors là c'est pareil, il vous reste aujourd'hui, on est le 30, vous avez jusqu'à ce soir pour avoir ces niveaux d'aide. À partir de demain, le 1er juillet, elles seront rabotées de 1 000 € sur certains types de véhicules. Voilà. Donc, je vous laisse lire l'ensemble de ces aides, mais pour changer votre véhicule en fonction de où vous habitez et quel type de véhicule vous voulez, vous pouvez avoir des bonus écologiques, des primes à la conversion et des surprimes. À savoir, et ça c'est bon, c'est que suivant où vous habitez, la région, vous pouvez avoir des aides supplémentaires qui viennent s'appliquer à cela. Voilà.
Voilà. OK. Alors, quatrième, loi, c'est la loi montagne. Alors, la loi montagne, elle s'appelle montagne parce qu'elle va agir sur des niveaux d'équipement par rapport à la neige. Mais comme on peut le voir sur la carte, là, elle ne considère pas forcément que des zones de montagne. Laurent, Non, tu peux développer? tout à fait. Je veux bien que tu changes juste de slide. Voilà. Alors, vous voyez sur la carte l'ensemble des départements qui sont concernés par cette loi. Ce sont des départements où, par période de neige ou de froid, d'accord, on a des problèmes de circulation. On peut rencontrer des problèmes de circulation. Et pour éviter de bloquer ça, eh ben, pour l'ensemble de ces départements, vous allez être obligé, là, à partir du mois de novembre, du 1er novembre, de rouler avec des équipements neige. Et ce pour grosso modo 6 mois jusqu'au 31 mars. Si vous n'avez pas ces équipements neige, vous allez être susceptible d'avoir une amende de classe 4 de 135 € plus une immobilisation de votre véhicule. Donc, faites bien attention au niveau de vos flottes de véhicules si vous roulez dans ces départements-là, que vos véhicules soient bien équipés. Alors, au niveau des équipements, je veux bien que tu passes de slide. Voilà, on a les fameux pneus hiver. D'accord. Alors, les pneus hiver, ou communément appelés pneus neige, d'accord, vont être montés sur les 4 roues de votre voiture. Jusqu'à présent, ils avaient un logo M et S dessus. À partir de 2024, donc si vous en achetez, faites bien attention, parce que ça va durer 3 ans, 3 à 4 ans, hein, des pneus hiver. Faut faire attention à, vous voyez, avoir ce logo avec les 3 montagnes, d'accord. Ce logo, il l'appelait 3 PMSF. D'accord. Ce sera le seul logo qui validera que votre pneu est adéquat et capable de rouler. Attention, les anciens pneus n'ont pas forcément ce logo. Donc, c'est pour cette année, ça ira, mais pour l'année prochaine, ce sera relativement compliqué. Je veux bien que tu passes. Voilà. Ensuite, on a le pneu 4 saisons. Et là, c'est pareil. Le pneu 4 saisons, il faudra faire attention, car aujourd'hui, très, très peu de pneus 4 saisons ont ce logo 3 PMSF, mais tous les pneus qui vont commencer à sortir et qui vont être proposés là à partir de maintenant devraient l'avoir. Où j'attire votre attention, c'est que les véhicules que vous avez aujourd'hui n'ont pas forcément ces logos et ne vont pas être forcément homologués à partir de 2024. Donc, faites relativement attention à ce que vous montez sur vos pneus. Je veux bien que tu passes aussi. Voilà. Ensuite, on a, au cas où vous avez vraiment très, très peu de neige ou de glace chez vous, dans vos départements, vous pouvez aussi avoir des chaussettes ou des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes ou acier ou textile. D'accord. Mais ça, si vous avez ça, si vous décidez d'équiper vos véhicules avec ça, ben vous les équipez, mais il faut faire bien attention à ce qu'elles restent dans le coffre de vos voitures et qu'elles ne soient pas dans le garage de vos collaborateurs. Ça devient une obligation. D'accord. J'attire votre attention sur autre chose, c'est qu'à partir du mois de novembre jusqu'en mars, jusqu'au 31 mars, on est dans des périodes froides. Les pneus été sont des pneus qui ne sont pas faits pour travailler en dessous de 8 degrés, 7, 8 degrés. Et donc, il vaut mieux quand même équiper ces voitures ou de pneus hiver ou de pneus 4 saisons, d'accord, qui, elles, vont pouvoir permettre de rouler à des températures beaucoup plus basses. L'intérêt aussi, c'est que vous avez des pneus avec des grosses structures et du coup, on est dans des périodes où, en principe, malheureusement, là, on est en été, mais on a un temps de mars, où il pleut énormément et donc l'eau est quand même beaucoup mieux évacuée avec ce type de pneus lors des saisons hivernales ou des saisons de pluie. Voilà. OK. Donc, effectivement, pour résumer par rapport à tout ce qu'on vient de voir, et n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ces éléments-là, on a abordé 4 lois. La loi climat, l'enseignement à l'éco-conduite obligatoire,
et l'enseignement de prise en main des véhicules hybrides pour pouvoir rouler le plus souvent possible en électrique. Les ZFE par rapport à cette notion de vignettes qui vont évoluer. Je rappelle juste que les vignettes critères s'achètent sur Internet. Je ne sais plus quel est le montant, mais ça doit être autour de 5 € la vignette. Ouais, c'est moins de 5 €, tout à fait, oui. Voilà, et elle va être obligatoire, collée sur le pare-brise, même sur un véhicule qui est critère 1 ou critère 0, il faudra la vignette. Ce n'est pas la carte grise qui prouve le véhicule, mais c'est la vignette. Donc attention à ça. Loi L'Homme, effectivement, beaucoup d'évolutions de nouveaux critères qui rentrent en ligne de compte avec 2030, mais bien faire attention à l'évolution de ces flottes pour ne pas se retrouver bloqué à un moment donné et de devoir effectivement faire évoluer une grosse partie de la flotte d'un coup parce qu'elle ne correspond plus à des entrées possibles dans certaines zones, ainsi de suite, et la réglementation. Je reviens aussi sur la ZFE par rapport à ça. Il faut bien voir que, par exemple, l'entrée dans une ville comme Lyon dans quelques années ne sera plus possible du tout. C'est-à-dire que les collaborateurs qui vont se présenter à l'entrée de Lyon avec un véhicule qui n'est pas en vignette critère acceptable vont se retrouver refoulés. C'est-à-dire qu'il faut bien anticiper ça pour pouvoir, je dirais, permettre aux salariés de l'entreprise de continuer à faire leur travail. Et puis, ils auront une grosse amende, excuse-moi Olivier, mais en plus, ils auront une amende personnelle qui sera relativement élevée. On parle de près de 300 €. Oui, donc l'amende et le travail qui ne peut pas se faire. Voilà. Exactement. Donc, même si effectivement, on a bien équilibré ça, et Laurent, tu l'as dit, effectivement, mince, j'ai perdu le fil de mon idée parce que je regardais le chat en même temps et j'ai perdu le fil de mon idée. Je le retrouverai peut-être. Dernier élément pour boucler sur cette présentation-là, la loi montagne et les pneus effectivement donc homologués. Là, c'est pareil. Maintenant, ça va vraiment être une obligation, et attention à ces évolutions de marquage qui peut-être, malheureusement, ne vont plus permettre d'utiliser des pneus qui auraient été achetés il y a 2 ans et qui sont encore bons, mais qui, au niveau de la loi, ne correspondent pas au système de contrôle de la loi. On a une question d'ailleurs, on y reviendra sur l'affichage des vignettes critères. Avant de passer aux questions, juste pour vous remercier d'avoir suivi ce webinaire, vous allez recevoir par mail un lien et on vous offre en cadeau la préétude dans votre entreprise de la faisabilité de la mise en place de notre nouvelle offre de formation, qui est une offre qui comprend formation plus suivi sur plusieurs années avec engagement sur les résultats. Très simplement, on va s'engager à une certaine baisse de consommation et de frais pour vos déplacements, et on va mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là, avec une logique de, très simplement, si on n'y arrive pas, notre prestation va vous coûter moins cher. Si on est dans le résultat, dans une partie du résultat de l'objectif, on est prix normal. Et si vraiment nos résultats sont très très bons, tout le monde a un avantage financier, vous et nous. Voilà pour le résumé. Vous recevrez par mail, un lien qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de nous donner un certain nombre d'informations qui vont pouvoir nous permettre d'analyser, de vous dire, écoutez, dans ce cas-là, cette offre est intéressante pour vous, ou alors elle n'est pas intéressante parce que la mise en place d'un système de suivi coûterait plus que le résultat que l'on pourrait obtenir et le résultat mesurable. Je vais juste revenir sur la question de Jean-Luc sur à partir de quand l'affichage de la vignette critère sera-t-il obligatoire? Eh bien, écoutez, en pic de pollution, Jean-Luc, il est déjà obligatoire. C'est-à-dire que quand la ville dit on est en pic de pollution, vous ne pouvez pas rentrer dans la ville si cette ville a dit
vignette numéro 4 interdite, numéro 3 interdite, voilà, selon le pic de pollution. Laurent, je te laisse compléter, tu es plus spécialiste que moi là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Luc, ça dépend où vous roulez, mais effectivement, aujourd'hui, dans toutes les ZFE, c'est déjà obligatoire. À Paris, vous devez déjà rouler avec votre vignette sur votre pare-brise. Alors, sur Clermont-Ferrand aujourd'hui n'est pas encore détecté comme ZFE, mais je pense que Clermont-Ferrand et l'ensemble de la communauté d'agglo autour fera plus de 150 000 habitants. Donc, il faudra équiper l'ensemble de vos véhicules. Alors, je vous invite à le faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas à l'abri que vos personnes qui roulent avec vos voitures aillent, par exemple, à Lyon, à Bordeaux ou à Paris, où là, eh ben, la vignette est déjà obligatoire. Donc, je vous invite à le mettre tout de suite. Voilà. On a une autre question de Denis sur le nombre de véhicules. On disait par rapport à la loi climat, 20 véhicules dans une collectivité. Et 100 véhicules dans une société. Dans une société, le nombre de véhicules est compté par entité. C'est-à-dire que pour une société, c'est facile, ça va être un numéro de SIRET. Et pour une collectivité, ça va être une entité en tant que telle. Une mairie est une entité et une communauté d'agglo est une autre entité. Les deux entités ne se cumulent pas a priori, puisque pour l'instant, loi climat, on est en processus d'adoption. Elle n'est pas encore adoptée, le décret n'est pas sorti, mais globalement, on peut imaginer que ça va être la mesure va être par entité. Alors, oui et non. Elle va être entité au niveau effectivement des numéros de SIRET, sauf que la maison mère souvent a tous les numéros de SIRET qui leur sont rattachés et à partir de ce moment-là, ce sera global. Et au niveau d'une collectivité, vous n'avez pas de numéro de SIRET. Et à partir de ce moment-là, eh ben, suivant si c'est la communauté de communes, l'agglo ou la ville, ce sera ça qui pourra faire le choix. Mais de toute façon, au niveau des villes, vous devez déjà remplacer une voiture sur deux en véhicule propre, et c'est seulement, d'accord, pour tout ce qui est les formations éco-conduite où cela va jouer, comme pour les sociétés. Ok. Question de François sur les associations. Je pense qu'on va être dans la même logique. Même logique de partir d'une entité. Alors ça, ce n'est pas encore précisé. Hein, donc voilà, c'est la loi qui va donner, enfin c'est le décret qui va donner ces règles-là. Mais je pense qu'on est dans cette même logique. Une entité en tant que telle possède ou utilise. On va voir combien de véhicules elle a en possession ou en location. Alors, ce qu'il faut préciser dans cette loi climat, c'est que quel que soit le type de véhicule, je vais prendre l'exemple d'une collectivité qui a des véhicules légers, qui a des poids lourds ou des véhicules utilitaires légers pour les services techniques, services espaces verts, et qui gère le ramassage des ordures ménagères, donc il y a des bennes à ordures ménagères. On va dire que cette collectivité a ou loue 30 véhicules. Quel que soit le type de véhicule, elle va rentrer dans l'obligation de former toutes les personnes qui vont conduire. Toutes les personnes qui vont conduire les véhicules légers, donc s'il y a une flotte effectivement partagée de 15 VL et qui est utilisée par 50 personnes, l'obligation va être sur les 50 personnes. Oui, alors je reviens juste au niveau des associations, d'accord. Au niveau des associations, de toute façon, les associations sont considérées comme collectivités. Et donc, ce sera au-dessus de 20 véhicules pour tout ce qui est la formation éco-conduite. D'accord. Mais pour ça, vous savez que, en principe, vous êtes accompagné au niveau des associations par un tas de personnes. Je pense que si vous voulez, Monsieur François, on pourra vous envoyer, envoyez-moi votre mail en message privé et on discutera autour de tout ce qui est mobilité chez vous au niveau des associations. Il y a des gens qui sont là pour vous aider et qui mettent en place un certain nombre de choses.
Moi, je vais répondre à Jean-Luc qui nous demande une entreprise de 40 véhicules, dont 5 poids lourds. Alors, vous n'avez pas, et je vais nuancer ma réponse, vous n'avez pas, avec la loi climat, d'obligation de formation à l'éco-conduite. Sauf sur les poids lourds. Alors. Sauf sur les poids lourds, Olivier. La loi climat demande justement à tous ceux qui passent la FIMO, etc., demande maintenant qu'il y ait une épreuve éco-conduite dans tout ce qui est l'épreuve de la FIMO renouvelable tous les 3 ans ou 5 ans, suivant. La FCO tous les 5 ans. Voilà, la FCO. La FCO. Et donc, à partir de maintenant, ils l'auront. À partir de maintenant, c'est écrit obligatoirement dedans. Donc, les chauffeurs poids lourds ont cette obligation et les autres personnes, pas d'obligation à l'éco-conduite, mais quand même une quasi-obligation à la prévention du risque routier puisque l'entreprise met sur la route 35 véhicules légers, donc des personnes qui conduisent au nom de leur entreprise. Donc, le chef d'entreprise doit prendre soin de leur santé et de leur sécurité, donc les former à la prévention du risque routier. Cette obligation-là, elle est nuançable et nuancée. En gros, pour faire très simplement, tant qu'il n'y a pas de problème grave, on n'est pas dans une logique d'obligation. Le jour où il y a un problème grave, et un problème grave, c'est un accident très grave, avec peut-être une notion de tort partagé ou du conducteur de l'entreprise, ainsi de suite, on va venir voir, la CARSAT, le tribunal, va venir voir qu'est-ce qui a été fait dans l'entreprise pour réduire le risque routier. Si des actions sont mises en place, on va dire, OK, l'entreprise travaille son risque. Si aucune action ne sont mises en place, là, effectivement, le dirigeant va être appelé en responsabilité parce qu'il n'a rien fait pour travailler ce risque-là. Alors, Jean-Luc, la durée de validité, on ne sait pas encore. C'est pareil. Je pense que le décret va préciser ces éléments-là. Oui, merci Alain sur la réponse. Les collectivités ont effectivement un SIRET. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, c'est bien, justement, parce que souvent, on ne nous le donne pas. C'est une découverte. c'est une découverte. Voilà. Okay. Bon, écoutez, c'est bien. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. N'hésitez pas, hein, parce que voilà, on est là. Il est 45. On avait dit 45. Je trouve qu'on est exceptionnellement bon sur la gestion du temps. Ouais. On est bon sur le reste, mais aussi sur la gestion du temps. Un petit peu d'autosatisfaction ne nuit pas. Moi, je pense qu'on a fait le tour autour de ces textes. Il y a pardon, excusez-moi, le Sénat. Si vous voulez aller sur le site du Sénat, vous pourrez trouver l'ensemble des textes de loi qui ont été votés. Dans la présentation qu'on vous a fait, il y a les liens. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Sénat. Vous allez trouver des choses. Vous y trouverez les textes de loi. Et de toute façon, dans les revues spécialisées que vous allez avoir, que ce soit l'automobile et entreprise ou flotte auto, etc., vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont parler de ces nouveautés et ce à quoi vous allez devoir faire attention. Nous sommes là, nous, en tant que Nouvelle Route, pour vous aider à appréhender ces nouvelles lois. On est là pour vous accompagner dans le risque routier, l'éco-conduite et l'étude, vous aider dans l'étude de la carte policy en fonction de vos activités. Et surtout, lorsque l'on vous aide à faire ça, on essaye de pas modifier votre production, qu'il y ait le moins d'impact possible sur votre production. Voilà. Former durant les temps par exemple, former les chauffeurs poids lourds durant leur tournée, former les chauffeurs
ordures ménagères durant leur tournée de ramassage aussi, parce qu'on est en réalité et on ne perturbe pas le travail. Dernière petite question de Denis qui nous demande est-ce qu'on connaît les gains de l'éco-conduite? Alors, c'est intéressant comme approche parce qu'effectivement, on vient de vous parler d'obligation de former le personnel à l'éco-conduite. Ça a un coût, mais en face, ça a quand même un intérêt. Globalement, pour résumer rapidement, en formation, nous, on va dire que quelqu'un qui conduit un véhicule léger 20 000 km par an va économiser entre 600 et 1 000 euros par an. Prends une vision médiane à 800 euros par an. En gros, chaque véhicule qui parcourt 20 000 km avec son chauffeur va coûter 800 euros de moins. 800 euros, c'est consommation de carburant, et usure des pneus, des plaquettes de frein, entretien général du véhicule. Et c'est effectivement, quand on le prend dans ce sens-là, là je parle véhicule léger, intéressant d'équilibrer entre j'ai une loi qui m'oblige à quelque chose et en face, j'ai une économie possible que je peux suivre de différentes manières. Je peux suivre en regardant les consommations de carburant très simplement, véhicule par véhicule. Ensuite, on peut avoir des systèmes de suivi un petit peu plus poussés de mesures tous les mois. Et ensuite, on peut passer à des systèmes de boîtiers connectés dans le véhicule qui, eux, vont remonter d'autres informations. Au bout du compte, toujours dans l'objectif de se dire, je forme, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est vrai, mais au bout du compte, j'ai une économie qui est mesurable et qui est souvent pérenne. On va travailler sur un changement d'habitude de conduite et ça reste. Ok. Juste une dernière question, Olivier, de Frédéric. Frédéric, il nous dit, a confirmé, mais le Sénat a repoussé l'interdiction des ZFE à 2030. Non, c'est le contraire, Frédéric. Ils ont validé comme quoi les ZFE, à partir de 2025, toutes les communautés de communes, les villes, les agglos de plus de 150 000 habitants devaient passer en ZFE. Ce qu'ils ont passé à 2030, c'est l'entrée des véhicules de critère 3, l'interdiction. Avant, c'était pour le 1er juin 2024 et ça va être repoussé au niveau de la loi au 1er juin 2030. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. 2 questions de François en une. Alors François, oui, on vous envoie la présentation, vous recevrez un mail automatique avec un lien pour revoir ce webinaire, à mon avis assez rapidement après la fin du webinaire. Et deuxièmement, est-ce que si on ne renouvelle pas le parc, est-ce qu'on a une amende ? Je pense que c'est le décret de loi qui va le dire, mais effectivement, je pense qu'on va avoir des amendes prévues pour non-renouvellement. Alors oui, tout à fait, Olivier. Les amendes, pour justement, c'est ce qui compte pour ça que le projet de loi s'appelle projet de loi climat et résilience. D'accord. Dans le mot résilience, d'accord, ils veulent mettre ils ont mis des amendes pouvant aller pour l'atteinte à la pollution ou à l'atteinte du climat, de dérèglement climatique, des amendes pour ce qui concerne les véhicules entre 100 000 et 300 000 euros, d'accord, si vous êtes pris la main dans le sac. Et pour tout ce qui est, vous savez, les non-respects des déchets, etc. Mais ça, on en parlera. C'est pas nous d'en parler, c'est pas notre métier. Mais tout ce qui est la pollution de l'eau, etc., a des amendes pouvant aller à plus de 3 millions d'euros. Voilà. Question de Marilyn sur comment peut-on obliger le prestataire qui assure la location de véhicule à rentrer dans les exigences nouvelles. En fait, je pense que, et si j'ai bien compris votre question, c'est à vous à dire à votre prestataire, je veux ce type de véhicule. C'est-à-dire pas plus de 95 grammes, pas plus de 50 grammes. Ma flotte doit évoluer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Faites-moi des propositions qui rentrent dans ces critères-là. Ensuite, si effectivement vous avez une flotte qui est en location longue durée et qui commence maintenant et qui s'étale sur 3 ans, vous ne pouvez pas obliger, je pense, votre prestataire à vous changer les véhicules parce qu'une nouvelle loi arrive. Vous pouvez juste, au moment du renouvellement, dire « Nous voulons des véhicules qui correspondent à ces critères-là ». Et lui va vous faire la proposition derrière en fonction de ces critères-là qui, effectivement, peut-être va être plus cher que des véhicules thermiques classique.
c'est là justement où on peut vous aider, Marilyn, dans le sens où dans votre choix de véhicule, on va essayer de regarder déjà vos activités, on va regarder le niveau de CO2 qu'émettent les véhicules lorsque vous créez les cartes policy, et à partir de ce moment-là, vous choisissez ou pas au niveau de votre prestataire de location, que ce soit ALD, Arval ou d'autres, hein, voilà, ou Mobilise, voilà. Et vous allez pouvoir créer votre carte policy en fonction de ces nouveaux critères. Voilà. Cyril, une remarque sur à force de renouveler le parc de véhicules propres. Effectivement, il y a une augmentation du budget. Alors, aujourd'hui, oui. Il y a effectivement encore pas de réponse adaptée pour certains types de transports. On en est au début d'électrification de véhicules utilitaires avec des autonomies acceptables, suffisantes. C'est en train d'évoluer. Les ZFE évoluent aussi avec des logiques de plus globales, de plateformes de livraison dans lesquelles ensuite les relais vont être pris par des véhicules propres. Il y a des livreurs maintenant qui proposent des offres comme ceci, de plateformes de livraison, et ensuite eux vont livrer avec des véhicules propres. C'est un domaine qui est en train d'évoluer et il faut petit à petit les choses s'adaptent. Alors, ce qu'il faut aussi regarder, Olivier, c'est effectivement, quand on parle de véhicules propres, du coup, en principe, par derrière, il y a moins de consommation. Donc, vous allez faire un gain en consommation. Et deuxièmement, tout à l'heure, je vous ai présenté des aides. Vous avez des véhicules qui, effectivement, affichés coûtent plus cher, mais aides réduites arrivent, grosso modo, aujourd'hui, à des prix en LOA ou LLD de véhicules diesel. D'accord? On arrive, c'est pas encore comme il y a 4 ou 5 ans où vous aviez une grosse différence. Aujourd'hui, la différence est minime. Et en plus, j'attire votre attention sur le TCO, le coût total d'utilisation du véhicule. Plus votre véhicule est propre, moins vous aurez d'entretien à faire autour de ce dernier. Et donc, sur le coût total d'utilisation du véhicule pendant vos 3, 4 ou 5 ans de location, vous allez avoir des TCO qui seront ressemblables, voire inférieurs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouveaux véhicules vont, eux, perdurer dans le temps, et vous allez avoir des problèmes avec les anciens véhicules qui, eux, vont avoir un TCO qui va augmenter. Du fait du prix de l'essence, du fait du prix de l'entretien, du fait justement des amendes que vous risquez d'avoir si vous avez des vieux véhicules et puis que vous allez rentrer dans les ZFE. Voilà. Jean-Luc, effectivement, spécifique camion grue, il n'y a peut-être aujourd'hui aucune solution propre. C'est fort possible que vous êtes dans une niche et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de solution proposée par les constructeurs. Les constructeurs avancent, mais avancent, comme toute entreprise privée, j'imagine, sur les plus gros marchés et vont venir petit à petit sur les autres marchés. Alors pour ça, Jean-Luc, il faudra aussi regarder autour du B100, parce que vous connaissez le B100, donc c'est le carburant pour les poids lourds, à base de colza. Il est considéré comme carburant propre, mais malheureusement, c'est pas parce que vous allez équiper ou faire tourner votre véhicule en B100 que du coup, malgré que vous allez émettre moins de près de 50% de CO2, qui va pouvoir rentrer dans ce critère-là. Alors, ils sont en train de regarder et discuter entre professionnels pour savoir si justement le B100 va pouvoir rentrer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des PL, je vois un petit peu plus loin, Cyril qui écrit, qui sont au GNV ou au GNL, qui sont là. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut changer totalement la plateforme motrice pour pouvoir y mettre ou une toupie ou une grue ou une benne sur Paris, dans le Grand Paris. C'est la question qui s'est posée. Mais en plus de ça, la vraie question qui se pose, ça va être le problème de l'infrastructure. Aujourd'hui, les infrastructures sont relativement légères autour de ça. Au niveau du gaz, quand vous regardez l'ensemble de la grande ZFE parisienne, vous avez 3 ou 4 pompes
vous pouvez aller recharger votre véhicule en gaz. Et on a vu il n'y a pas très longtemps dans Paris une de celles-là tomber totalement en panne. Et derrière, du coup, comme il n'y en avait pas beaucoup, et ben, il y avait presque 4 heures de queue pour remplir un camion sur les pompes existantes. Donc, tout ça, il va falloir faire attention lorsque vous changez, à voir avec l'évolution des infrastructures de recharge. Pour le B100, faut-il équiper le véhicule? Alors non, il ne faut pas équiper le véhicule, où je crois peut-être un tout petit peu la cartographie, la refaire au niveau de l'injection, mais sinon c'est simplement du carburant qui est fait à base de colza, pour lequel vous n'avez pas forcément à équiper le véhicule. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour des questions posées sur les deux supports. On vous remercie de votre écoute et de vos questions qui permettent de développer, de préciser certains points. Vous allez recevoir effectivement le lien pour le replay du webinaire que nous allons mettre aussi sur notre chaîne YouTube. Et vous recevrez dans quelques jours un mail complémentaire avec effectivement le lien vers notre cadeau. N'hésitez pas, on est là pour vous aider, vous accompagner dans les meilleures solutions et peut-être, quand on se comporte comme ceci, de vous dire, bah, écoutez, non, ne faites pas. Ça n'est pas… si on regarde juste l'élément économique, ça n'est pas viable. On ne va pas regarder ce seul élément-là, mais si on se penche que sur l'économique, certaines fois, on va vous dire, changez rien, tout va bien. C'est aussi l'approche de dire, on ne fait que ce qui est nécessaire selon vos critères de choix. Merci pour votre écoute. Et puis, écoutez, j'espère qu'en septembre, on pourra vous reproposer un nouveau webinaire autour de… On n'a pas encore défini le sujet, mais je pense qu'on reparlera de ces avancées qui vous sont obligatoires pour renouveler vos parcs automobiles et pour pouvoir mieux le gérer. Voilà. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.